Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie, un concept que vous avez abordé pendant les dernières années, que nous allons revoir. Pour la plupart des concepts, ce sont des concepts que vous connaissez déjà. Alors en fait, ce que nous allons revoir, c'est 4 formes d'énergie. On les appelle les 4 formes d'énergie classiques, donc ce sont celles qu'on vous demande de bien maîtriser en secondaire 4. Je vous rappelle que en réalité, il y a plusieurs façons de classer les énergies et que c'est une façon de voir que vous avez cette année, mais on pourrait le voir d'une autre manière. Donc pour nous en secondaire 4, on va considérer qu'il y a 4 formes d'énergie: l'énergie thermique, l'énergie rayonnante, l'énergie chimique et l'énergie mécanique. Donc ces 4 formes d'énergie, vous en aviez entendu parler en secondaire 3. Donc l'énergie thermique, elle est associée à l'agitation des particules. Donc nous, dans notre langage commun, on l'appelle, on fait un lien avec la chaleur. Alors la chaleur, on verra plus tard que c'est pas tout à fait ça que ça veut dire, mais en réalité, plus un objet a des particules agitées, donc quand on dit particules, c'est atomes ou molécules, plus il dégage d'énergie thermique. Donc cette énergie thermique, on la connaît, on la ressent, c'est une énergie qui est facile à comprendre par rapport à notre perception du monde. L'énergie chimique, c'est une énergie qui est un petit peu plus abstraite parce qu'on ne peut pas vraiment la voir, mais en fait, c'est une énergie qui est liée aux atomes dans les molécules. Donc, quand des atomes sont accrochés ensemble, sont liés, on appelle ça des liaisons chimiques, eh bien, c'est grâce à une énergie. Donc, cette forme d'énergie, elle est bloquée dans la liaison chimique et elle est difficile à concevoir dans notre perception de tous les jours quotidienne, mais c'est une énergie qu'on peut voir apparaître lors de certaines transformations. Donc si un bout de bois brûle par exemple, on voit qu'il libère de l'énergie thermique, on ressent sa chaleur, et donc cette énergie, elle était bien quelque part, elle était dans le bout de bois. Donc elle était stockée dans le bout de bois. Donc l'énergie chimique, c'est l'énergie qu'on a dans les liaisons entre les atomes. L'énergie rayonnante, ça c'est une forme d'énergie qu'on perçoit bien, qu'on comprend bien, donc c'est les rayons lumineux, les rayons électromagnétiques, puisque c'est leur nom. Alors les rayons électromagnétiques, on en perçoit quelques-uns avec nos yeux, donc c'est ce qu'on appelle les rayons visibles, mais en réalité les rayons électromagnétiques, ça correspond à tous les types de rayonnement, donc que ce soit des rayons X, des rayons gamma, les rayons ultraviolets, les infrarouges, les ondes radio, tout ça, ce sont des rayonnements électromagnétiques. Donc l'énergie rayonnante, elle englobe toutes les sortes de rayons ou d'ondes électromagnétiques. Et pour en avoir donc une conception concrète dans notre quotidien, eh bien, on peut les assimiler, en partie évidemment, je répète, avec les rayons visibles qu'on peut percevoir avec nos yeux. On terminera pour ces 4 formes d'énergie classique par l'énergie mécanique qui va être liée au déplacement des particules ou des atomes. Alors un déplacement évidemment coordonné, donc les atomes et les molécules se déplacent ensemble sous l'effet d'une force, il y a quelque chose qui les a fait avancer, et donc ils se déplacent tous ensemble. Alors c'est une énergie qui peut être décomposée de différentes manières. Donc pour nous cette année on va le lier au mouvement, mais on va quand même préciser, même si c'est pas tout à fait au programme de secondaire 4 ST, qu'il y a un lien dans l'énergie mécanique avec la position dans l'espace en fait. Donc par rapport à l'altitude d'un objet, donc c'est une énergie mécanique. On n'en dira pas plus pour nous cette année en ST, mais l'énergie mécanique, ça englobe beaucoup de formes d'énergie, mais pour nous, ça va être satisfaisant de l'assimiler à du mouvement. Alors l'énergie mécanique. Alors justement, on va faire quand même quelques précisions. Donc l'énergie nucléaire, ça, on en entend souvent parler, c'est une énergie qui est contenue dans le noyau, parce que nucléus en latin ça veut dire noyau, donc dans le noyau des atomes. Alors cette énergie, elle permet le maintien des particules du noyau ensemble. Et là je vous rappelle que dans le noyau, il y a des protons et des neutrons. Donc cette énergie, eh bien, elle est contenue dans l'atome lui-même, et c'est cette énergie qu'on va essayer de récupérer dans les centrales nucléaires. J'en parle, même si ça ne fait pas partie des 4 formes classiques, parce que on va parler des centrales nucléaires dans un prochain cours.
Alors également, une petite précision sur ce concept d'énergie thermique qu'on a vu tout à l'heure. L'énergie thermique, elle est liée à l'agitation des particules. C'est en fait extrêmement difficile de mesurer l'agitation des particules. Donc mesurer le mouvement désordonné des particules, c'est un peu compliqué. Donc les appareils qu'on a pour mesurer l'agitation des particules, en réalité, c'est une mesure indirecte. On va mesurer l'effet de cette agitation sur de la matière. Par exemple, dans un thermomètre, on mesure l'effet de l'agitation des particules de l'air, si on met un thermomètre dans l'air, sur du mercure ou de l'alcool, ou peu importe le liquide qu'on a mis à l'intérieur. Et donc cette agitation, elle va, en fait, les atomes ou les molécules vont percuter le verre ici, qui va lui-même transmettre de l'énergie, et il va faire monter le liquide, puisqu'il va être un peu plus agité, il va prendre plus de place. Donc la mesure de la température, en réalité, c'est une mesure indirecte de l'effet de l'agitation thermique. Donc plus les particules sont agitées, plus elles vont percuter le verre, et plus le liquide à l'intérieur va monter en hauteur, puisque lui-même va devenir plus agité. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on parle de température, c'est une mesure indirecte de l'agitation thermique. Et la température, on peut la mesurer de différentes manières. Donc on peut décider par exemple que ici on a des degrés Celsius, on peut décider qu'on a des Fahrenheit ou des Kelvin. Donc c'est nous qui allons décider qu'est-ce qu'on écrit comme unité tout simplement. Donc, par exemple, on peut décider que c'est en degrés Celsius et que ici c'est un 20, ici c'est un 40. Donc les échelles de température ont été créées en mesurant le même phénomène, sauf qu'on a décidé de mettre des valeurs différentes, donc 20, 40 ou 0 ou 100, peu importe. Donc dans le système Celsius, on a décidé que le 0 c'était l'agitation des particules quand l'eau devient solide, donc de liquide à solide, et le 100 c'est quand l'eau devient gazeuse, donc de liquide à gazeux. Mais dans d'autres échelles, comme le Fahrenheit par exemple, eh bien on a décidé de prendre d'autres repères. Alors, on va essayer aussi de préciser le concept de chaleur, tant qu'à être dans l'énergie thermique. Donc, c'est un mot qu'on utilise tous les jours, presque. C'est un mot très commun, le mot chaleur. Et en chimie, il correspond à un phénomène très précis. En réalité, la chaleur, c'est un échange d'énergie thermique. C'est l'énergie thermique qui passe d'un système à un autre système pour créer un équilibre. Donc, pour être un peu plus précis, imaginez que vous versez du caramel que vous avez fait chauffer sur de la crème glacée. Donc, le caramel a plus d'agitation thermique que la crème glacée. Et ce qui va se passer, c'est que le caramel va transférer une partie de son agitation thermique à la glace, à la crème glacée. Et donc, il va perdre de l'énergie thermique. Il n'y a pas une infinité d'énergie. S'il en donne à la crème glacée, bien, il en perd. Jusqu'à ce que les deux soient à l'équilibre, qu'ils aient autant d'énergie thermique. Donc ce transfert d'énergie thermique qui a eu lieu de la crème glacée du caramel liquide à la crème glacée, c'est ça qu'on appelle la chaleur. La chaleur, c'est un échange d'énergie thermique entre deux systèmes qui n'ont pas la même agitation thermique. Alors là, ce que je vous disais tout à l'heure, pour la précision de l'énergie mécanique, on peut en fait se rendre compte que l'énergie mécanique, elle contient plusieurs composantes, et on peut en nommer deux. Donc à proprement parler, la vitesse de déplacement des particules dont je vous parlais tout à l'heure, donc le déplacement, ce qu'on appelle en fait l'énergie cinétique, qui est spécifiquement le déplacement des particules, auquel on associe, donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique, à laquelle on associe l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, c'est une énergie qui n'est pas déployée, qui est potentiellement utilisable ou potentiellement déployée. Et par exemple, on va l'associer à la hauteur donc d'un objet en hauteur. Un objet qui est en hauteur, il a une énergie qui est stockée en lui, qui est liée à son altitude. Et s'il tombe, eh bien, il va dépenser cette énergie pour la transformer en énergie cinétique. Donc l'énergie mécanique, c'est l'addition de l'énergie de mouvement à l'énergie liée à la hauteur de l'objet, puisque un objet sur une planète, sur la nôtre, il est soumis à la force gravitationnelle qui pourra déployer de l'énergie en fonction de sa hauteur. Donc plus on est haut et plus on peut avoir de l'énergie cinétique, si jamais on tombe, évidemment. Donc l'énergie mécanique, on retient que c'est une addition de deux types d'énergie, l'énergie cinétique du mouvement et l'énergie potentielle qui est à l'intérieur d'un système. Donc là, voilà pour l'énergie cinétique, c'est l'énergie de déplacement de la matière.
Et l'énergie potentielle, c'est l'énergie contenue dans un objet, donc qui pourrait devenir de l'énergie cinétique, par exemple un objet qui est en hauteur, ou un élastique tendu, par exemple, c'est un objet qui a de l'énergie potentielle qui pourrait se déployer. Si on le relâche, on va avoir du mouvement. On revient également sur ces deux concepts très importants de transformation et de transfert d'énergie. Donc une transformation d'énergie, c'est lorsqu'un système passe d'un type d'énergie à un autre type d'énergie. Donc quand on fait brûler un bout de bois, en réalité ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer l'énergie chimique sous une autre forme, donc l'énergie rayonnante, qui fait qu'on voit les flammes, et aussi de l'énergie thermique, d'agitation, puisque si on met nos mains à côté d'un bout de bois qui brûle, on va ressentir une agitation, donc on va ressentir de l'énergie thermique. Donc le fait qu'il y ait de l'énergie chimique dans le bout de bois et qu'après ce soit une autre forme d'énergie, c'est ce qu'on va appeler une transformation d'énergie. On avait également vu qu'un objet peut donner de son énergie pour la transférer à un autre objet. Donc le fait d'avoir une forme d'énergie et de la donner à un autre objet, donc sans qu'elle soit modifiée, donc c'est la même forme d'énergie au début et à la fin, on appelle ça un transfert d'énergie. Par exemple, la boule de billard qui percute une autre boule, eh bien, elle perd son énergie mécanique de mouvement, ou plutôt même cinétique, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, et elle la transfère à l'autre boule qui, à ce moment-là, va récupérer cette énergie. Donc, vous voyez, elle a l'énergie mécanique, elle n'en a plus, et par contre, celle qui n'en avait pas vient d'en obtenir. Donc, l'énergie est transférée. Et on finit par le concept de conservation d'énergie. Quelle que soit la transformation d'énergie, la quantité totale d'énergie est conservée. Donc, si on a une certaine quantité d'énergie chimique, par exemple, ou une certaine quantité d'énergie cinétique dans la main, on va avoir une certaine quantité d'énergie thermique qui va être donnée au métal. Donc, le métal chauffe et il enflamme le bout de bois. Et comment ça se fait que le métal chauffe? C'est parce qu'on a bougé notre main avec la lame dessus. Donc, le métal n'a pas chauffé comme ça par magie. Il a récupéré de l'énergie thermique parce que on lui a donné, et en fait, on lui a donné l'énergie cinétique qui est devenue de la chaleur sur le métal, de l'énergie thermique. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de conservation de l'énergie. Il n'y a jamais création d'énergie ou perte d'énergie dans une transformation. Il y a juste un transfert, on transforme. On a une certaine forme d'énergie au début, on n'a peut-être pas la même à la fin, mais la quantité de joules est la même. Donc, mathématiquement, on pourrait même réfléchir à comment ça se fait que le mouvement des mains a lieu. C'est parce que les cellules dans la main utilisent de l'énergie chimique, donc du glucose, pour que les cellules musculaires fonctionnent. En réalité, tous les phénomènes autour de nous, ce sont des phénomènes où il y a de l'énergie qui circule. Donc l'idée, c'est de bien se rendre compte que l'énergie, elle n'apparaît pas comme par magie. Il y a une quantité au début et on aura la même quantité à la fin. Alors on peut également réfléchir toujours sur cette histoire avec le bout de bois qui vient de récupérer de la chaleur et on voit qu'il brûle. Et maintenant, d'où vient cette énergie qu'on voit ici, donc la flamme, d'où vient cette énergie? C'était l'énergie chimique qui était dans le bout de bois. Donc là, tout ce qu'on voit à l'écran, il se passe beaucoup de choses, mais en réalité, ce sont c'est de l'énergie qui circule et puis qui éventuellement est modifiée. Donc l'énergie qui est dans le bout de bois, c'est libérée sous forme de lumière visible et de chaleur, donc l'énergie thermique. Et si on réfléchit, par exemple, s'il y a 1000 joules d'énergie chimique qui sont dépensées, perdues par le bout de bois, eh bien à l'arrivée, on va avoir 1000 joules. Alors peut-être qu'il y aura 200 joules de lumière et 800 joules d'énergie thermique, par exemple. Mais l'énergie libérée là, par la flamme, elle ne sort pas de nulle part. Il y a eu une dépense d'énergie. Le bout de bois a perdu 1000 joules d'énergie chimique qui sont devenues l'énergie rayonnante et thermique. Alors on peut s'amuser à faire toutes sortes d'observations de phénomènes. Par exemple, le mouvement de l'air qui fait tourner les pales d'une éolienne. Eh bien, en fait, si les pales bougent, c'est parce que l'air bouge. Et comme on l'a vu dans les cours précédents, faire tourner des pales comme ça peut faire tourner une turbine et donc faire de l'énergie électrique. Et on va se rendre compte que si on a 1000 joules d'énergie cinétique au début, on va avoir 1000 joules d'énergie cinétique pour l'éolienne et on va avoir 1000 joules d'énergie électrique dans notre système électrique. Alors en réalité, c'est pas toujours vrai parce qu'il y a à peu près toujours une forme d'énergie qui apparaît même si on ne le veut pas. C'est de l'énergie thermique.
Donc en réalité, voilà ce qui va se passer. Si on